Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer où en est le marché de la bière aujourd'hui et vous partager un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Projet Amertume, voilà, qui a été développé par un vrai amateur de bière, un spécialiste. Donc, je vais vous partager tout ce qu'il a pu récolter toutes ces dernières années, avec son accord bien sûr. Et voilà, on va pouvoir commencer directement avec la présentation du site. Alors, si on va fouiller un petit peu dans son site, donc Projet Amertume, voilà, on peut aller se promener un petit peu. Alors, le seul petit bémol de ce site, je suis bien placé pour le savoir parce que mes vidéos sont pas non plus extraordinaires, c'est le côté un peu sexy du truc. Voilà, clairement, ce sera le seul truc qu'il y aura à redire parce que vraiment la forme n'est pas extraordinaire. Par contre, le fond est quand même très très bien. C'est pour ça que je voulais vraiment vous partager un petit peu tout ce qu'on pouvait retrouver. Donc, une petite description rapide de l'auteur, Emmanuel Gillard, qui est birologue, 51 ans, c'est un Belge mais qui habite en France. Et surtout, c'est un grand passionné de bière et c'est bien ça qui nous importe. Donc on va clarifier un sujet tout de suite. C'est pas une vidéo que je cherche à vendre le site. J'ai aucune action dedans. J'aime beaucoup ce qui est fait. Vous verrez, Emmanuel vend son e-book, mais c'est vous qui choisissez combien vous voulez mettre et surtout ça part tout au resto du cœur. Donc voilà, c'est vraiment pas un truc commercial qui est caché derrière ça. L'objectif c'est vraiment de partager un petit peu comment va le milieu brassicole. Voilà, avant d'aller faire un tour dans ce qui m'intéresse, donc comment va notre écosystème, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller fouiller un petit peu ce qu'il y a dans son site. Par exemple, vous pouvez trouver comment maîtriser le tirage d'une bière à la pression. Des petites questions, moi ça m'a fait marrer de retomber un petit peu dessus. Et entre autres, les explications de votre pression en bar par rapport à la température. J'aime bien ce petit exemple, parce que moi j'en fute souvent autour des 10 degrés. À un bar 20, des fois ça fait grimacer certains, mais effectivement à un bar 20, je suis à 2 bars quand je suis à 20 degrés. Et quand on est en festival, ça monte encore un petit peu, encore plus. Donc avant chaque festival, ce que je fais attention, c'est que je contrôle ma pression dans la brasserie sur la température. Et s'il faut, je décarbonate pour être tranquille. Et comme vous avez pu voir sur mes autres vidéos, ma bière coule toute seule en festival. Vous pouvez aussi trouver toute une bardée de listes, que ce soit toutes les brasseries en activité, celles qu'on fermait depuis 2000, les brasseries nomades, etc. Énormément d'informations. Si vous voulez créer une micro-brasserie, c'est bien d'aller vous renseigner, d'aller un petit peu voir ce qui existe déjà, voir quels sont vos collègues. Et un truc qui est génial pour ça, c'est sa carte interactive. Donc elle, je vous invite vraiment à aller vous promener un petit peu dessus. Voilà, moi, je m'en été servi pour faire mon business plan. Pour moi, c'est un des éléments qui doit y apparaître. Alors, on va appeler ça la concurrence. En vrai, c'est vos confrères. Et voilà, c'est vraiment ce qui ça vous permet de voir est-ce que c'est déjà beaucoup maillé dans votre zone ou pas. Et c'est plutôt assez précis. Il ne doit pas manquer grand monde dedans. Alors, si on va jeter un coup d'œil dans son e-book, et encore une fois, j'ai l'autorisation des manuels pour partager ça. De toute façon, je ne vais pas tout dévoiler, parce que l'idée, c'est quand même d'aller voir un petit peu en détail tout ce qu'il a pu mettre. J'ai choisi quelques extraits parce que je trouve assez parlant et assez pertinent de vous partager. J'en profite pour rappeler que si vous achetez l'e-book, cet argent sera reversé au Resto du Cœur. Donc si on va sur la bière en France en 2024, bah, vous voyez le maillage, hein, il y a encore des creux un peu partout en France, donc c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones qui ne sont non couvertes. Intéressant de voir aussi le type de brasserie que vous pouvez avoir, est-ce qu'il y en a qui font leur malt, pas leur malt, est-ce que c'est plutôt un type industriel, etc. Alors quand je dis industriel, ouais, je grossis un peu le trait, est-ce que c'est des grosses brasseries plus organisées avec des salariés, ou est-ce que c'est des plus petites brasseries un peu comme la mienne? Ça permet de voir un petit peu quels sont vos voisins, là où vous voulez vous lancer. Et pour les consommateurs, ça peut être très pratique aussi d'aller voir est-ce que vous avez des brasseries pas très loin de chez vous. Un point que je trouve intéressant aussi, c'est l'évolution des brasseries depuis pas des temps, mais au moins depuis 1900. On voit qu'on est clairement en grosse croissance. Alors depuis l'an dernier, ça y est, ça s'est stabilisé. Il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures pour la première fois depuis bien longtemps. Donc voilà, la croissance va se calmer un petit peu. Est-ce que ça repartira dans quelques années? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que là, on a passé les 3 ans après le Covid. On voit vraiment qu'il y a quelques projets qui tenaient pas. Ça a l'air de se stabiliser. Après, je ne sais pas dire d'une boule de cristal. On verra bien vers quoi on va. En tout cas, c'est en train de se calmer un petit peu sur le marché. Donc, si vous voulez lancer votre microbrasserie, bien sûr qu'il y a encore de la place. Par contre, il faut bien se pencher sur l'environnement qui est le vôtre. Autre type de données qui peut être intéressant, c'est par département. Effectivement, allez voir. Après, le département, c'est un découpage purement géographique et administratif, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée. Est-ce qu'on a déjà beaucoup de brasseries dans ma zone ou pas? Certaines zones sont quasiment saturées. Ce petit graphe qui me fait toujours plaisir, c'est les 25 top productions français là. Et en fait, vous voyez que les 10 premiers, eh ben, ils font 92% de notre volume. On va dire qu'on est vraiment une paille
dans l'écosystème. Après, c'est ça que je vous invite encore une fois à vous regrouper à cette association de brasseurs, parce que en face des énormes qui sont en face de nous, effectivement, on pèse pas grand-chose, et quand il faut aller négocier avec notre verrier, etc., on ne pèse rien du tout si on est tout seul. Donc vraiment, les associations de brasseurs, je trouve, c'est vraiment ce qui permet d'équilibrer un petit peu le rapport de force avec vos fournisseurs. Et donc forcément, vous le retrouvez par département, parce que quand vous avez deux gros sites dans un département, ça fait exploser le volume du département, ça veut pas dire que tout est consommé là. Clairement, la partie Bas-Rhin, c'est logique, on est sur une zone assez consommatrice de bière avec les vacanciers, et forcément le Pas-de-Calais, tout en haut, historiquement, voilà, et vu qu'il y a des gros sites, forcément, ça fait beaucoup de production. Un des graphes que je cite souvent, qui est l'évolution depuis 1903, donc on voit vraiment qu'on avait plus de 3500 brasseries au tout début du siècle dernier. Ça n'a fait que chuter. Pendant une longue période, on n'avait que des sites industriels, des gros trucs, et on voit qu'il y a un vrai essor, un vrai retour depuis quelques années, là, depuis les années 90-2000. Donc maintenant, à savoir si on a atteint une sorte de plateau ou pas, ça c'est juste l'avenir qui nous le dira. En attendant, je trouve ça intéressant de voir le creux qu'il y a pu avoir, et quand vous ouvrez votre brasserie, ça permet de rassurer, oui, il y a eu plus de brasseries que ce qu'on a aujourd'hui pendant quelques temps, donc la demande existe. Alors bien sûr, dans l'e-book, vous retrouvez pas mal d'autres choses, mais voilà, ça permet quand même d'illustrer si vous avez un business plan à faire. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir un peu de données factuelles qu'a pu récupérer Emmanuel. Je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir partager toutes ces données et que vous puissiez les insérer dans le business plan. Pour moi, ça fait vraiment du sens. Et encore une fois, la carte interactive, je la trouve vraiment top. Que vous soyez consommateur pour voir s'il y a des brasseries pas très loin quand vous partez en vacances ou près de chez vous, ou encore pour celui qui veut créer sa micro-brasserie, voir s'il y a déjà du monde autour de chez lui. Je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour vous partager un petit extrait d'une enquête qui a été faite par l'INRAE en 2023, auquel j'avais participé d'ailleurs, sur les résidus de la bière. Pareil, dans votre business plan, c'est un point important à tenir en compte, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tous vos résidus. Je l'ai remis parce que forcément Emmanuel a encore travaillé sur le sujet, c'est un vrai passionné et du coup il couvre bien tout l'écosystème de la bière. Donc, voilà, je vous partage toutes les données qui nous ont été mises à disposition. On va rapidement sur le type de brasserie de l'analyse. Encore une fois, si vous le voulez, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, ce petit rapport. Je le trouve plutôt intéressant, mais c'est plutôt les slides d'après qui m'intéressent de partager. Qu'est-ce qu'on fait du coup des DDB? Donc tout d'abord, où vont vos drèches? Alimentation animale, épandage agricole en principaux et compost. Je vous rappelle, si c'est en alimentation animale, il y a une demande à faire, c'est aux fraudes, là, la DDPP. Je crois que moi je l'ai fait récemment, là, justement, parce que maintenant j'alimente des animaux, enfin je travaille avec une entreprise qui alimente les animaux, qui retravaille mes drèches. Et surtout, c'est des grosses contraintes, puisque vous savez que vos drèches s'abîment très très vite. Donc moi généralement, mes drèches sont récupérées juste sorties de la cuve d'empâtage. Donc voilà, directement ça part, et c'est déjà travaillé dès le soir même pour pas qu'il y ait le temps de contamination dedans. La fréquence, du coup, c'est intéressant parce que vous voyez les fréquences d'évacuation. Pour moi, ça ne correspond pas à ce qu'on a pu voir l'alimentation animale, parce que vous devez évacuer dès que vous brassez, et le jour même pour évacuer vos drèches, parce qu'elles s'abîment très très vite. Donc, voilà, attention, si vous êtes à une fois par mois ou etc., si c'est pas en alimentation animale, ça peut être assez dangereux. Pour les animaux fragiles type chevaux, après, je pense que tout ce qui est porc, etc., c'est peut-être moins inquiétant. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait des analyses qui soient faites, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de toxines néfastes après pour l'être humain. Économiquement, on voit que la plupart du temps, vous n'arrivez à rien récupérer. Si déjà vous arrivez à couvrir vos frais sur l'évacuation, ce serait déjà bien. Moi, personnellement, ça me coûte rien, mais voilà, je suis pas payé non plus pour le faire. Et moi, ça me va très bien. Si on peut revaloriser gratuitement, ça me va très bien. Pour les levures, rapidement, on voit que la plupart font comme moi, ça part à l'égout. Voilà, moi j'ai pas mal de réflexions sur le sujet, vu le volume que j'ai pour le moment, ça part à l'égout, c'est le plus simple. Je verrai à terme, parce que l'épandage me plaît bien quand même, mais il faut que j'ai une cuve de récupération. Pour le houblon, pour ma part, ça part à l'égout. Je vois pas mal de mes collègues font du compost. Ça va être à réfléchir pour moi. Voilà. Il y en a qui mélangent avec les drèches, donc forcément ça finit aussi en épandage. Bon, c'est vrai que ça se réfléchit, parce qu'une fois que c'est évacué, pourquoi pas le mettre avec les drèches. Voilà. À moyen terme, je vais y réfléchir en tout cas, si on peut faire un petit peu mieux sur ce point-là. Et résidus de bière, donc moi pour ma part, ça part à l'égout, et comme beaucoup finalement.
Je sais que certains peuvent revaloriser en alcool. Voilà, c'est aussi l'occasion, allez jeter un coup d'œil si vous êtes capable de revaloriser ça. À chaque fois, il faut un bac spécifique pour entretenir et pour pouvoir stocker ça en attendant d'une bière à l'autre. Moi, avec mes 2000-2500 litres de produits par mois, c'est-à-dire que je vais perdre, on va dire, 200 litres à peu près. Bah voilà, je ne sais pas où je vais les stocker en attendant, et surtout que c'est un risque de contamination assez fort. Je ne sais pas trop ce que ça ferait, à part faire du gel hydroalcoolique avec, c'est tout ce que je pourrais en faire. Et le point le plus important, les effluents, qu'est-ce que vous faites de votre soude et de votre acide, entre autres. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui évacuent directement. J'ai des petits bacs de décantation et surtout, je remélange un petit peu les deux. Alors, si vous le faites, faites hyper gaffe, se mélanger de la soude et de l'acide, c'est très dangereux. Donc, faites-le en connaissance de cause avec les bons équipements surtout. Mais ça permet au moins de neutraliser votre pH avant d'évacuer. Et moi, ça permet aussi de rediluer un maximum pour avoir un impact minimal sur les égouts dans lesquels j'envoie. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'était juste de vous montrer que si vous avez un business plan à faire, allez vous sourcer un petit peu sur le projet Amertume d'un côté ou sur les différents rapports que vous pouvez trouver sur l'INSEE, etc. C'est plutôt bien fait, c'est des données plutôt fiables. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir.